Merci beaucoup à Serge, Marie et Simon. Et je pense que voilà, ma présentation va rentrer en écho directement avec celle qui a précédé. Donc, moi aussi, j'ai joué sur le féminin de geste, hein, d'une façon un peu présomptueuse, je l'avoue. Et donc, ce que je vous propose de suivre, c'est le récit en fait de la recherche-création que je mène depuis environ 2 ans, donc, sur une œuvre qui est encore en cours, qui s'appelle Smart Rat City. Donc apparemment, je ne suis pas un loup solitaire, puisque je vais partager ça avec vous. Et donc, pour vous montrer la valeur heuristique de ma démarche, j'ai prêté attention aux gestes que je réalise, parce qu'il me semble que la forme narrative donc, va permettre de rendre compte mieux du processus. Donc, rapidement, le contexte de ma recherche. Donc, moi, j'ai soutenu ma thèse en recherche-création en 2020. Et donc, j'ai construit cette thèse autour d'une œuvre qui s'appelle Lucette Gare de Clichy, qui m'a permis de montrer qu'il était possible de créer un récit de fiction qui s'appuyait sur un flux de données. Donc, je vous la montre très très vite. Si vous n'avez pas été là-bas. Donc voilà, ça c'est l'œuvre, les données vont se charger, voilà. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Lucette qui habite en face de la gare de Clichy-le-Valois. Et chaque fois qu'un train arrive dans la gare, en fait, c'est un personnage qui vient lui rendre visite. Donc il y a ce petit nom de 4 lettres. Et donc l'interface se présente sous forme d'un triptyque. À gauche, vous avez le tableau d'affichage des arrivées des trains dans la gare qui est en temps réel. Au centre, vous avez un diaporama d'images de Lucette. Et puis à droite, vous avez le flux de conscience, donc ce qui se passe dans son esprit. Donc, voilà, c'est juste pour vous faire envie. Et puis, si ça vous intéresse, vous irez voir. C'est une création extraordinaire sur la solitude des personnes âgées, qui est intentionnellement non interactive. Pardon, excuse-moi de faire une petite parenthèse, mais c'est son merveille. Donc, dans cette œuvre, donc, le récit est très simple, il y a un seul personnage. Le texte est composé de fragments qui sont agencés par le programme, et la totalité des fragments, en fait, est d'une longueur d'environ 10 000 caractères, donc c'est très court, ça représente à peu près 3 pages dans un traitement de texte. Donc, après ce travail, j'ai souhaité faire 2 choses. Donc, d'abord, expérimenter la composante spatiale des données, ce que je n'avais pas du tout fait avec Lucette, et puis aborder la question de l'ampleur du récit. Donc, est-ce qu'il était possible de créer un récit plus ample que ce que j'avais fait? Mais je ne me suis pas du tout plongée dans les questions théoriques. Hein. Pour moi, l'ampleur du récit, c'est simplement la longueur du texte. Je ne suis pas partie dans des choses plus précises que cela. Mais dès le départ, il y a une question quand même que je me suis posée, c'est est-ce que je dois sacrifier la contingence que m'apportent les données pour privilégier le contrôle de la chronologie du récit, chose dont on a parlé ce matin. Et j'avais montré aussi avec Lucette qu'on était dans un type de récit particulier où en fait la séquentialité des données remplaçait l'enchaînement causal qu'on peut avoir dans le récit. Donc voilà, cette question de la contingence, la chronologie se posait à moi, et il me semblait que favoriser la chronologie, ça allait être contraire à mon esthétique. Mon esthétique, en fait, je dis que je construis des moulins à données. Donc vous prenez l'image du moulin, la rivière c'est le flux de données, mon programme c'est la roue à aube, qui est donc mise en action par ce flux, et ensuite ça va produire l'œuvre. Et en fait, si je veux contrôler la chronologie, c'est comme si je construisais un barrage, des digues, et finalement quelque chose de beaucoup plus lourd, qui est différent de la légèreté que je veux privilégier, puisque dans une œuvre comme Lucette, tout s'agence au moment où la page web s'affiche pour celui qui la regarde. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, alors comment se passe le travail? Donc, il y a d'abord le choix du matériau. Donc, le matériau, c'est les données. Quelles données utiliser? Ensuite, une phase de découverte, appropriation du matériau et du sujet. Ensuite, conception de l'interface, écriture du texte. Donc ça, c'est d'abord, mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça.
C'est-à-dire que là, je rentre en fait dans des boucles. Des boucles se mettent en place et il y a une espèce de spirale qui s'enclenche. Donc cette partie-là se répète plusieurs fois. Hein. C'est un mouvement qui est bien décrit par Louis-Claude Paquin dans son document sur les cercles heuristiques. Et puis j'ai repris également la citation de Daniel Boutet, La création de soi par soi par la recherche-création, où elle écrit « L'art s'exerce dans une attitude ordonnée, combinant attention et intention dans un mouvement réciproque et spiralique. » Donc en fait, moi je vous propose de balayer 3 cercles, et pour chaque cercle, de voir ce qui m'a permis de trouver, que je n'avais pas cherché, l'état de l'interface, l'état de l'imaginaire, du texte, et puis où en est la tension chronologie, contingence. Mais avant ça, il y a la phase de choix du matériau. Donc moi j'avais dans un petit carnet noté j'ai plein d'idées qui sont notées, et il y avait les données du service de dératisation de la ville de New York, qui m'avait interpellée. Donc on trouve sur le site de l'Open Data de la ville de New York, donc les voilà. Donc on voit ici la liste des champs qu'on peut afficher. Donc on trouve en fait toutes les données d'inspection, donc les dératiseurs se rendent dans un lieu, inspectent est-ce qu'il y a une présence ou pas de rats ou de souris, et si oui, ils peuvent mettre des appâts, enfin voilà, tout ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Ça correspondait à mon premier objectif de pouvoir expérimenter la composition spatiale des données. Il y avait beaucoup de données spatiales, comme vous pouvez le voir. Et puis, du coup, j'imaginais un rat qui habitait dans New York, qui était assez immobile et qui allait être environné de dangers, comme ça, avec les interventions des dératiseurs. Et j'ai pensé un peu à Anne Frank, fermée comme ça dans son appartement et avec des choses qui se passaient autour, des choses comme ça. C'est ça mon imaginaire de départ. Et puis, heureusement, j'en suis pas restée là, parce que ça risquait d'être un peu limitant. Et j'ai découvert, en consultant le guide de l'utilisateur de l'API, voilà, que je vais ouvrir, qu'il y avait aussi des sources d'informations très intéressantes. Alors non, je me suis trompée, c'est pas ce document. C'est pas grave, je vais y aller directement. En fait, il existe un service qui s'appelle le 311, et qui est un numéro téléphonique. Qui permet, voilà. Donc c'est un numéro qui a été créé en 2003 pour désengorger le 911 qui est le numéro d'appel des urgences. Donc le 311 c'est un service qui permet d'enregistrer les plaintes et les requêtes qui sont non urgentes. Donc progressivement c'est devenu un guichet unique de recueil et de suivi des plaintes des habitants. Et donc ensuite, les plaintes sont redirigées vers les administrations compétentes. Voilà. Et donc là, il y a vraiment une masse de données qui touche de nombreux aspects de la vie quotidienne des New-Yorkais. Et c'est accessible aussi via le portail de l'Open Data. Alors ici, on trouve la page pour les plaintes sur les rats et les souris. Donc si c'est dans la rue, c'est dans cette partie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le formulaire de recueil des plaintes, déjà, s'organise un peu comme un récit, avec boîte, où. Donc là, c'est des choses qui sont tout de suite stimulantes pour moi. Et on les trouve, donc, comme je l'ai dit, sur le portail de l'Open Data. Voilà, donc là, on a les plaintes depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui sont mises à jour tous les jours. Et voilà, là, on a les champs dont on peut disposer. Donc là, il y en a beaucoup, il y a 41 champs différents. Donc vous voyez, il y a de quoi s'occuper. Et là, on a un affichage sous forme de tableau. On peut regarder ce qu'il y a. Donc, par exemple, ici, il y a un nid de poule dans la rue qui est signalé. Là, il y a du bruit, quelqu'un parle fort. Il y a une voiture qui bloque une bouche à incendie. Il y a un arbre abîmé, etc. Voilà, vous voyez toute la vie de New York qui apparaît dans ces données.
Donc à ce moment-là, je pense que mon rat peut prendre vie, puisqu'il peut être vu dans la rue par des gens, lui ou ses congénères. Il peut être pris pour cible par des dératiseurs. Et puis j'ai rajouté aussi des données qui viennent de la météo, donc des données historiques, pour qu'il est aussi chaud, froid, ces choses-là. Donc vous voyez, il peut commencer à vivre. Donc alors, ensuite, voilà, le premier cercle se met en route. Donc là, je me documente. Il y a la phase de documentation qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était un sujet, le sujet des rats à New York, que j'ignorais totalement, hein, j'avais aucune connaissance là-dessus, donc je commençais à me documenter avec des sources numériques, effectivement. Et puis j'étudie les champs de données, et là je découvre en fait que les données en fait me renseignent sur des spécificités de la ville de New York. Alors il faut dire aussi que je n'ai jamais été à New York. Et donc, mes seules sources d'information sont effectivement numériques. Donc, par exemple, si on va sur le formulaire d'affichage, si je dis que j'ai vu une souris, donc là, j'ai plus n'importe quoi, voilà, pour vous montrer un petit peu. En fait, après, on arrive sur le where. Et là, dans le formulaire, on peut choisir donc, quel type d'habitat, dans quel type d'habitat on se trouve. Et là, déjà, vous voyez, ça nous donne un peu une idée de la ville de New York, comment est organisée la ville. Moi, je me suis intéressée, par exemple, au single room occupancy. Et je prends cet exemple. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont les hôtels bon marché. Donc, apparemment, il y en a beaucoup à New York. Et j'ai découvert comment, par vagues successives, ce type d'habitat s'est développé dans New York pour loger un certain type de population. Donc au début, c'était les victimes de la Grande Dépression, ensuite il y a eu des malades mentaux, des migrants, des sans-abri. Donc ces hôtels bon marché se développent, puis petit à petit, il y a des plaintes des habitants du quartier, et à ce moment-là, le mouvement s'inverse et les locataires subissent des pressions pour quitter les logements. Et donc comme ça, dans l'histoire de New York, il y a des vagues dans ce sens-là. Et assez vite, moi j'ai fait un parallèle entre les rats qui prospèrent dans ces logements bon marché et puis les locataires qui sont devenus indésirables, qui sont chassés soit par la spéculation, la gentrification, etc. Donc là, vous voyez, mon imaginaire a commencé à prendre de l'ampleur. Et ensuite, j'ai voulu aussi tirer le fil narratif, puisque au départ, dans le formulaire, on a vraiment un récit qui est recueilli. Donc pour moi, c'était clair. Une personne voit un rat dans la rue, elle le signale au 311, et ensuite le service de dératisation intervient. Et en fait, en réalité, il y a une rupture du fil narratif. On ne peut pas suivre ces éléments-là d'un bout à l'autre, cette chaîne. Hein. Chaque réservoir d'information est cloisonné, donc il empêche d'avoir accès à l'une des composantes importantes du récit, qui est l'enchaînement causal. Donc là, on ne peut pas. Donc ce travail sur ce fil narratif a donné lieu, donc j'ai fait une communication au congrès de la SFSIC, la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication, en 2021. Et donc j'ai montré que l'approche narrative des données de la ville intelligente révélait en fait l'ambiguïté de la place du citoyen dans la stratégie de lutte contre les rats. Donc là, c'est vraiment une chose que je n'avais absolument pas cherchée, sur laquelle je suis tombée comme ça, un peu par hasard. Alors dans ce premier cercle, d'accord, là je vais quitter tout de suite. Dans ce premier cercle, je prends en main aussi l'API, donc l'API que je vous ai montré. Donc là, je commence à écrire des requêtes que je passe dans le navigateur. Donc vous voyez dans l'adresse là-haut, en fait, il y a des critères. Par exemple, là, je cherche dans un quartier de Manhattan, le 7e arrondissement, à une certaine date, toutes les données qui concernent les rats. Donc, vous voyez, l'affichage, là, est tout à fait indigeste, hein, mais c'est aussi, après le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est ma façon d'accéder aux données à ce moment-là.
Donc, et puis, à un moment, je crée un premier programme. Donc, ce premier programme, il va chercher les données dans les différentes API que je vous ai montrées, hein, l'hydratisation, le 311, la météo, et il va concaténer ça dans un grand tableau. Et donc, voilà le résultat de ce premier programme. Donc, si j'affiche mon tableau, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est totalement indigeste également, mais c'est mon premier travail de mise en forme des données. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier cercle? Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? Donc, la rupture narrative dans les données ouvertes, que j'ai analysée comme un symptôme de la posture de communication de l'administration auprès du citoyen. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, l'approche narrative des données, ça pouvait être une méthode créative de recherche pour étudier les écritures numériques liées aux données, hein, dans de multiples champs d'application. Au niveau de l'imaginaire, Moura est devenu plus offensif. Hein, il devient à ce moment-là le symbole de tous les indésirables que la ville s'emploie à rejeter. Bon, l'interface, pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler d'interface, mais bon, je récupère toutes les données de l'avant-veille, et puis je les compile dans un grand tableau. Et puis, j'écris un premier texte. Alors, je vous lis quelques lignes. Ils ont cru que nous prospérions sur le lit de la pauvreté. Leurs poubelles débordantes, les déjections de leurs chiens obèses, la surconsommation alimentaire de leurs visiteurs nous comblent bien davantage que la misère et que la faim. Qu'ils s'embourgeoisent. Nous aimons les jeunes actifs, les cadres blancs dynamiques. Nous atteignons grâce à eux des tailles imposantes. Nos sens s'aiguisent, nos capacités à déjouer leur stratégie s'affûtent. Voilà, etc. Donc ça, c'était le premier texte. Et puis, donc les gestes que je peux retenir, ce serait l'analyse des données avec une approche narrative, et puis la création comme outil pour comprendre les données urbaines. Au niveau de la tension chronologie-contingence, là, je n'ai pas du tout avancé à ce niveau-là. Donc après, j'attaque le deuxième cercle. Alors ce cercle-là, c'est vraiment le cercle de l'ancrage des données dans l'espace et dans le temps. Donc là, on peut parler de resynchronisation à ce moment-là, on a vu ça ce matin. Et le calculé va être remis en langage, en fait. On va repartir dans l'autre sens. Donc là, je choisis un lieu dans New York. Mon rat, il faut que je le loge quelque part. Alors, j'ai plusieurs façons pour faire ça. Donc, je peux consulter la carte de chaleur qui nous montre en fait les endroits où il y a le plus de rats et de souris qui ont été vus dans New York. C'est une carte qui est utilisée par les agents immobiliers pour voir comment évoluent en fait les quartiers et prévoir les valeurs. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Il n'y a pas que moi qui détourne les données des rats. Mais cette interface, elle est vraiment pas facile à consulter. Donc quand on zoome, c'est... Bon, ici, il y a peut-être un super réseau. Ah oui, non, c'est vrai. Voilà l'interface. Bon, c'est vrai que bon, j'étais pas bien à l'aise. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plutôt promenée sur Google Street View. Donc là, Google Street View, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, hein, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai jamais été à New York. Donc j'ai visité de cette façon. Donc voilà, en faisant apparaître les petits chemins qu'on peut consulter. Voilà. Donc à un moment, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, est-ce que je suis perdue? Ouais, je crois que je suis perdue. Alors, excusez-moi. Voilà. À un moment, je me suis retrouvée là. Ah, il y a un camion PS qui passe. Pas très loin, tu as la métropolitaine et puis rats. D'accord, voilà, je vois que c'est des choses qui... Bon. Alors, derrière ce grand camion, je vois The Dead Poet, le poète mort. Alors ça m'a tout de suite interpellée. J'ai trouvé ça très sympa. En fait, c'est un pub irlandais. Or, il faut savoir que les rats adorent la tourte au fromage irlandaise. Et puis en plus, quand on s'approche, on voit qu'on peut rentrer dans le pub avec Google Street View.
Et alors là, tout de suite, tac, regardez ce qu'il y a au plafond. Il y a une superbe évacuation, enfin de ventilation là. Et moi, je me dis que si j'étais un rat, moi, j'adorerais courir là-dessus. Donc c'est super. Alors c'est vraiment très étroit, on peut aller au fond. Et il y a plein de tableaux qui sont affichés. Et puis il y en a un qui dit la plus belle musique d'entre toutes est la musique de ce qui arrive. Donc ça c'est vraiment pour moi, hein, pour me donner d'événements comme ça. Donc là, vraiment je tombe amoureuse de ce pub et voilà, c'est là que sera mon rat, c'est là qu'il habitera. Et à partir de là, eh bien, je peux commencer à écouter ce qui se passe aux alentours. C'est-à-dire maintenant je sais où je suis, donc j'écoute ce qui se passe autour de moi. Vous voyez, je me prends pour mon rat en parlant. Donc là, je crée une première interface de travail où je calcule en fait la distance de l'événement qui se produit par rapport à la place du rat. Donc là, par exemple, à minuit 10, à 800 mètres de chez mon rat, il y a eu des gens qui ont signalé qu'il y avait des bestioles, quoi. C'est des situations sanitaires qui n'étaient pas terribles, voilà. Et puis là, on a toute la journée qui se déroule. Donc la nuit, il y a beaucoup de bruit, de musique, voilà, il y a des signalements de bruit. Et là, on peut écouter New York au fil de la journée et aussi en regardant si c'est loin ou pas loin. Voilà, à 190 mètres de chez SmartRat, eh bien, il y a des gens qui ont signalé des déchets, donc ça c'est intéressant, ça va faire des trucs à manger. Voilà. Et là, je peux en fait vraiment avoir une idée de tout ce qui se passe dans les alentours du pub. Voilà, donc là vraiment je commence à écouter les données. Et puis je cherche aussi la bonne granularité de l'espace-temps. Donc là vous avez vu, j'ai affiché une journée, donc le temps, je choisis une journée. Et puis au niveau de l'espace, je fais des tests. Par exemple, là, dans un rayon de 3 km, dans un rayon de 5 km, je regarde qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et puis quand même, je réalise un premier affichage web. Donc le voilà. Alors vous voyez, il se présente aussi sous la forme d'un triptyque comme Lucette. Donc à gauche, on a une carte. Donc on peut zoomer, dézoomer. Donc là, le repère bleu, c'est SmartRat, il habite là. Et puis, quand on a un repère orange, c'est qu'il y a eu un signalement de rat ou de souris. Vous voyez là, à 9h09. Quand on a un repère rose, là, comme ça, c'est le service de dératisation qui est intervenu dans cette zone. Voilà, là, ils ont fait des contrôles. Et puis les autres repères, donc c'est d'autres événements. Par exemple, là, il y a eu du bruit à minuit 50. Et voilà, là, il n'y a pas d'événement qui se soit produit. Sinon, j'avais mis une couleur noire pour des événements qui venaient de se produire. Bon, là, on ne les voit pas. Et puis, dans la deuxième partie, donc, il y a la liste des événements qui se sont produits. Donc là, par exemple, à 7h43, il y a une personne sans domicile fixe qui a été signalée pour une assistance. Voilà. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce premier affichage. Donc là, les événements sont remis dans le temps et puis dans l'espace avec la carte. Voilà. Et puis je continue aussi à me documenter sur les rats et je trouve un livre qui a été écrit par un journaliste, Rat, une autre histoire de New York. Donc lui, pendant plusieurs mois, il est allé toujours dans la même ruelle et puis il a observé les rats. Voilà, donc bon, c'est vrai, au niveau de documentation, ça m'a beaucoup apporté. C'était bien. Et du coup, grâce à ce livre, je commence à construire une structuration temporelle du texte. Donc je décide qu'il y aura un texte qui s'affichera quand il ne se passera rien, et puis ensuite autre chose qui viendra quand un événement surviendra. Et je commence à travailler sur ce texte en dehors des événements. Donc là, je commence à écrire des choses. Donc là, si je fais le point du deuxième cercle, eh bien, il y a une chose dont je me suis rendu compte,
c'est qu'en fait, les interfaces que je crée, ce sont avant tout mes propres outils et non pas directement l'interface que je vais vouloir montrer à un éventuel public. C'est-à-dire que je suis obligée d'écrire mes propres outils pour pouvoir visualiser les données et pour pouvoir construire mon imaginaire pour après aboutir à la création. Donc ça a été une révélation, mais on n'en était pas rendu compte avant. Et puis l'interface, en fait, j'ai pensé qu'elle pouvait aussi peut-être se suffire à elle-même, c'est-à-dire les deux colonnes que vous avez vues. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à les regarder les listes, à regarder la carte. Et à un moment, je me suis dit, mais à quoi bon écrire un texte, en fait voilà. Donc, voilà. À voir. À suivre. Voilà. Donc, l'imaginaire, en fait, là, à ce moment-là, il s'est un peu complexifié. Donc, je me suis rendu compte que le but des humains, c'était pas d'exterminer les rats, c'était juste de les rendre invisibles. Parce qu'en fait, ils rendaient beaucoup de services aux humains, notamment ils mangent énormément de déchets dans les égouts, et si on ne les avait pas, ce serait beaucoup plus compliqué de gérer tout ça. Du coup, mon personnage de rat, c'est devenu un vieux rat bien expérimenté qui arrive à survivre dans la ville, et en opposition, il s'adresse à des jeunes rats qui, eux, vont mourir très vite parce qu'ils ne vont pas avoir les codes. Voilà, donc le discours a évolué comme ça. Donc vous avez vu l'interface. Et là, j'ai commencé à écrire des fragments thématiques, puisque donc j'ai défini des modes, en fait, différents modes dans la journée. Donc là, j'ai encore plus de temps, j'espère, je continue. Je vous donne une petite lecture de ces fragments que j'ai écrits à ce moment-là. Donc où mon vieux rat s'adresse aux jeunes rats. Tu sors le jour, tu manges avec eux, les morceaux tombés dans la rue, le matin, le midi, le soir. Tu manges le rebord de pizza dans les escaliers du métro. Tu soutiens leur regard dressé. Tu cries d'excitation et de peur. Ta vie sera courte, solitaire, un brouillon jeté sur le papier. Tu pourrais vivre dans la ville du dessous et ne jamais en sortir. Tes yeux ne verraient plus la lumière. Tu nagerais dans le fleuve des rebuts pour trouver ta nourriture, mais ceux du dessous sont si nombreux, il faudrait partager ou te battre. Voilà ce que ça donne à ce moment-là. Donc les gestes que je retiendrai, c'est le fait de créer des interfaces de travail, ça c'était important, et puis écouter les données aussi. C'est un geste vraiment clé. Et là, au niveau de la tension chronologie-contingence, là je suis rattrapée de plein fouet par la contingence. Vraiment, la puissance de la contingence portée par les données me paraît vraiment essentielle et c'est encore une fois le point que je vais mettre en avant. Donc ensuite j'arrive au troisième cercle. Alors là c'est un cercle de remise en question qui est encore en cours. J'en suis là. Donc là, d'abord je me sens débordée par les données du 311 et d'ailleurs je vais vous montrer dans le... Voilà, sur la page de l'API, où on accède à ces données, il y a une petite phrase qui nous dit ces données ne représentent pas une image complète des appels ou des demandes de services au 311, du fait du volume sans précédent que le 311 traite pendant la crise du Covid. La ville s'est encore arrivé ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de nouvelles catégories de données qui sont apparues dans le 311 en lien avec le Covid et ça a explosé. Du coup, finalement, les données ici ne sont que partielles. Et d'ailleurs, ça serait une belle opportunité de recherche de voir comment on pourrait utiliser la création pour comprendre ce que les données nous disent de la crise du Covid. Mais ça serait un autre chantier. Voilà. Et moi, j'ai aussi des problèmes techniques liés à cet afflux de données. Et puis, j'ai aussi des problèmes liés à la qualité des données, parce qu'à un moment, les données d'inspection se dégradent. Par exemple, il n'y a plus la longitude et la latitude qui me permettent d'afficher les repères sur la carte. Et du coup, ça met mon programme en erreur. Donc, voilà, ça, c'est un problème à un moment. Donc voilà, les données, il va falloir que je les filtre et il va falloir que je vois qu'est-ce que je fais de
cette explosion de données et de cette dégradation, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. Ensuite, du coup, pour filtrer les données, je choisis les données qui sont directement en lien avec le rat. Et puis aussi, j'essaie de construire l'environnement du rat. Donc, les sons, les odeurs, l'eau, ce qui a rapport avec l'eau. Donc, par exemple, les bruits d'hélicoptères, la musique dans les bars, les bouches d'égout qui déversent leur eau, etc. Je vais essayer de retenir ça. Mais en même temps, il faut que je reste ouverte, que je ne limite pas à certaines choses préétablies, que ça soit vivant. Donc ça va être un défi. Ensuite, il y a aussi une remise en question par rapport au modèle précédent. Je me rends compte que j'ai presque reproduit mon triptyque de Lucette. Je me dis, je suis trop enfermée dans un modèle que je répète. Donc là, c'est problématique. Donc, je vais essayer... Ça va? Ah oui, excuse. Voilà. Donc, je vais essayer de faire plus ressortir la contingence. Et puis, j'ai eu 2 voix qui sont apparues, celle du vieux rat expérimenté et puis des jeunes rats. Donc là aussi, je vais essayer de trouver comment faire. Et là, il y a une solution qui m'apparaît. En fait, je vais donner la place à plusieurs voix, au lieu d'avoir une seule voix. Donc il y aura le personnage de Smart Rat, le vieux rat, qui aura un discours pendant qu'il ne se passera pas d'événement. Et en fait, les jeunes rats, eux, vont pousser des sortes de cris au moment où les événements auront lieu. Et c'est assez intéressant par rapport à l'œuvre précédente de Lucette, où en fait j'avais plutôt des micro-récits qui apparaissaient. Et là, en fait, c'est le contraire, je vais avoir un macro-récit, et avec des événements qui vont venir le couper. Voilà, donc il y a une espèce d'inversion. Là, je me rends compte que j'inverse ça. C'est un peu comme... donc là, le vieux rat, ce serait une sorte de basse continue, si on prend une métaphore musicale, avec des choses qui viennent entrecouper. Voilà. Et puis, il faut que je trouve aussi une nouvelle forme à l'interface, parce que j'estime que je ne donne pas assez de place à l'espace. Là, entre mes 2 colonnes, je peux pas, j'ai pas de lien, les choses, je ne peux pas cliquer. Donc, alors, c'est pas fini, je suis en train de travailler dessus, je vous montre quand même. Voilà, donc là, vous voyez, c'est pas du tout mon texte, mais j'imagine quelque chose comme ça, avec des sidebars qui vont pouvoir se déplier, et puis on pourrait en avoir peut-être une de chaque côté, et on pourrait cliquer sur les repères pour pouvoir après accéder aux événements. Voilà. J'imagine aussi qu'on pourrait se déplacer dans le temps, on pourrait choisir un jour et puis remonter le temps. Voilà. Donc moi qui avait fait quelque chose de pas du tout interactif avec Lucette, là je me dis que ça peut avoir un intérêt, notamment par rapport à l'espace. C'est important que ça soit plus mobile. Donc voilà. Et puis, alors qu'est-ce qu'il me reste comme temps? 5 minutes. Alors, donc là voilà, le texte, je ne vais peut-être pas le lire, mais ça ressemblerait un peu à ça, avec un discours et puis voilà des cris qui sont jetés à un moment, au moment où se passent des événements. Voilà. Donc, puis, 3e cercle. Je ne vais peut-être pas revenir non plus dessus, c'est un petit peu un bilan de ce que je viens de vous dire. Voilà, le geste quand même de filtrer les données est important. Et puis au niveau chronologie contingence, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre avec ces 2 voies. Voilà. Donc les découvertes, je ne reviens pas non plus dessus. Je vais peut-être juste revenir sur, faire une petite synthèse autour de l'argumentaire de la journée, en fait, si je reprends les choses. Donc en fait, on a vu comment, je vous ai montré comment mon travail évolue au fil des interfaces que j'utilise pour lire les données. Vous avez vu au début, c'est des choses assez lisibles, et puis petit à petit, je leur donne une forme. Donc en fait, je suis la première lectrice de mon travail. Et justement, je crée des outils pour ma lecture. Donc ça, c'est intéressant.
Ensuite, pour ce qui est des tensions entre possibles calculés et puis contraintes, donc j'ai montré dans un premier temps que cette tension, en fait, elle était visible dans le système de l'open data et de la ville intelligente. Et puis ensuite, c'est dans le processus de création que la négociation entre le possible et le calculé, elle a lieu. Et on a vu que j'avais des principes esthétiques qui rentraient en compte dans cette négociation. Et que, du coup, ce qui importe le plus pour moi, c'est de faire de la place à la contingence, celle de la vie qui transparaît dans les données, mais aussi celle du flux de données lui-même, soit qui s'adapte à une réalité comme avec le Covid, soit qui se dégrade avec des données manquantes. Donc moi, il faut que je fasse une place à ça. Et enfin, j'espère avoir montré que c'est bien dans le faire, en manipulant les données, en développant une familiarité avec elles, que, donc au moyen d'interfaces existantes ou construites par moi, que j'ai pu produire, le comprendre. Et donc comment la réflexivité de la démarche de recherche-création, dans ce mouvement en spirale, a facilité la découverte à chaque étape. Voilà, je crois que vous avez été...